Chapitre 92. C'était une grande solennité que cette première représentation de l'école des vieillards, jouée par Talma et mademoiselle Mars. Pour la première fois, en effet, ces deux grands acteurs paraissaient ensemble dans la même pièce. Casimir de la Vigne avait fait ses conditions. Expulsé du théâtre français sous le prétexte que son ouvrage était mal écrit, il avait grandi dans la proscription. Ses messéniennes, ses vêpres siciliennes, ses comédiens et le paria, et peut-être plus que tout cela encore le besoin qu'avait l'opposition de se faire un poète libéral pour s'opposer à Lamartine et à Hugo, poète royaliste à cette époque, avait créé à l'auteur de l'école des vieillards une telle popularité que devant cette popularité toutes les difficultés s'étaient aplanies, et même un peu trop peut-être, car semblable à Richelieu dans sa litière, Casimir de la Vigne rentrait au théâtre français non point par la porte, mais par une brèche. J'ai beaucoup connu Casimir de la Vigne comme homme, j'ai beaucoup étudié Casimir de la Vigne comme poète. Je n'ai jamais eu une grande admiration pour le poète, mais j'ai toujours eu une suprême considération pour l'homme. Comme individu, à part une probité littéraire incontestable et incontestée, Casimir de la Vigne était un homme de relations douces, polies, affables même. Sa tête, beaucoup trop grosse pour son petit corps, frappait désagréablement la vue au premier regard, mais son front large, ses yeux intelligents, sa bouche bienveillante, faisaient bientôt oublier cette première impression. Quoiqu'homme de beaucoup d'esprit, il était de ceux qui n'ont d'esprit que la plume à la main. Sa conversation, douce et affectueuse, était tiède et incolore. Comme il manquait de grandeur dans le geste et de puissance dans l'intonation, il manquait de même de puissance et de grandeur dans la parole. Placé dans un salon, il n'attirait en rien le regard. Il fallait savoir que c'était Casimir de la Vigne pour faire attention à lui. Il y a des hommes qui portent leur royauté entre eux. Partout où vont ces hommes, au bout d'un instant, ils dominent, au bout d'une heure, ils règnent. Casimir de la Vigne n'était point de ceux-là. Cette dénomination, si on la lui eût permise, il l'eût refusée. Cette royauté, si on la lui eût faite, il l'eût abdiquée. Tout fardeau, même celui d'une couronne, lui semblait embarrassant. Son éducation avait été excellente. Il savait tout ce qu'on sait en sortant du collège. Mais depuis sa sortie du collège, il avait peu appris par lui-même, peu pensé, peu réfléchi. Un des caractères particuliers de l'organisation de Casimir de la Vigne, et à notre avis ce fut pour lui un grand malheur, c'était sa soumission aux idées des autres, soumission qui ne pouvait venir que de son peu de confiance dans ses propres idées. Il s'était, chose étrange, créé lui-même, dans sa famille et parmi ses amis, une espèce de bureau de censure, une manière de comité de répression chargé de veiller à ce que son imagination ne fît point d'écart, ce qui était d'autant plus inutile que l'imagination de Casimir de la Vigne, enfermée dans des limites un peu étroites, avait bien plutôt besoin d'être excitée que retenue. Il en résultait que cet aréopage, inférieur comme sentiment et surtout comme forme à Casimir de la Vigne, châtiait rigoureusement le peu qu'il avait de pittoresque dans la forme et d'imagination dans le fond. On dut souvent lui dire, dans ce cénacle amoindrissant, de se souvenir qu'Icare était tombé pour s'être trop approché du soleil, et lui ne songea pas même à répondre, j'en suis sûr, que si le soleil fit fondre les ailes d'Icare, c'est qu'Icare avait de fausses ailes attachées avec de la cire, et que l'aigle qui disparaît noyé dans les rayons flamboyants du deux du jour n'est jamais retombé sur la terre victime d'un pareil accident. Il résultait de cet abandon de sa propre volonté que Casimir de la Vigne, au moment où son talent était dans toute sa force, à l'heure où sa réputation était à son apogée, n'osait rien faire de lui-même ni par lui-même. L'idée éclose dans son cerveau était soumise à ce comité avant que cette idée fût transformée en plan. Le plan terminé, il était de nouveau mis sous les yeux de cette commission qui le commettait, le discutait, le corrigeait et le rendait au poète avec un bon pour exécution. Enfin, le plan devenu pièce était lu, toujours à la même assemblée, et l'un avec un crayon, l'autre avec des ciseaux, celui-ci avec un compas, celui-là avec une règle, se mettait à l'œuvre de la castration.
si bien que, séance tenante, la comédie, le drame ou la tragédie étaient émondés, taillés, coupés, non pas comme l'entendait l'auteur, mais comme l'entendaient messieurs tel ou tel, tous gens de conscience à leur point de vue, tous gens d'esprit entre eux, bons professeurs, honnêtes savants, respectables philologues, mais poètes médiocres, qui, au lieu de soulever l'essor de leur ami au souffle d'une puissante poitrine, ne songeaient au contraire qu'à se cramponner à ses jambes, de peur qu'il ne s'élevât au-delà des zones où leur courte vue pouvait le suivre. Cette habitude de soumettre sa volonté à celle des autres faisait à Casimir de la Vigne, sans qu'il s'en doutât lui-même, une fausse modestie, une feinte humilité qui embarrassait ses ennemis et désarmait ses envieux. Comment en effet en vouloir de ses succès à un homme qui semblait demander à tout le monde la permission de réussir et qui paraissait s'étonner d'avoir réussi, à un pauvre poète qui, s'il fallait l'en croire, n'était rien que par l'adjonction à sa faible intelligence de capacité supérieure à la sienne, à un vainqueur tremblant qui priait dans le triomphe qu'on ne l'abandonnât point, comme un vaincu qui prierait que l'on demeurât fidèle à sa personne dans la défaite. Aussi était-on fidèle à Casimir de la Vigne jusqu'au fanatisme. Aussi mettait-on une main pleine d'émulation et de dévouement à cette gloire dont les rayons divergents devaient, comme les flammes du Saint-Esprit, se diviser en autant de langues de feu que la religion casimirienne comptait d'apôtres. Nous avons dit quels étaient les inconvénients, voici maintenant quels étaient les avantages. La pièce était prônée avant d'être faite, soutenue avant d'être reçue dans les 3 classes du monde auxquelles appartenait Casimir de la Vigne par sa naissance, et je dirais surtout par son talent. Ainsi, on avait, par Fortuné de la Vigne, avoué toutes les études de Paris, par Gustave de Vailly, professeur, tous les étudiants du quartier latin, par Jules de Vailly, chef de bureau au ministère de l'Intérieur, tous les employés des ministères. C'était surtout pour les intérêts à débattre avec les théâtres et avec les libraires que cette espèce de conseil de famille était chose commode. On ne laissait Casimir s'occuper d'aucune affaire. On le connaissait. Il était si modeste qu'il aurait donné sa pièce sans condition aux comédiens, son manuscrit sans traiter aux libraires. Casimir était prévenu sur ce point de son incapacité. Il renvoyait libraire ou directeur à son frère Germain les renvoyait à son frère Fortuné, et son frère Fortuné traitait l'affaire en homme d'affaires. Et remarquez bien que tout cela se faisait simplement, bonnement, naïvement, dans le dévouement et l'admiration que chacun avait pour Casimir, sans intrigue, car tout ce petit travail ne portait préjudice à qui que ce fût au monde. Je dirais presque sans cauterie, car pour moi, là où il y a conviction, il n'y a plus cauterie. Or, autour de Casimir de la Vigne, chacun était bien parfaitement convaincu que Casimir de la Vigne était le premier poète lyrique de l'époque, le premier poète dramatique de son siècle. Quand on n'arrivait pas à Casimir de la Vigne et qu'on était arrêté par le cordon sanitaire qui veillait, s'agitait et louangeait autour de lui, on pouvait croire que tout ce mouvement était imprimé par lui et allait du centre à la circonférence. Mais quand on arrivait près de lui, on ne croyait plus qu'à la simplicité, à la candeur, à la bienveillance de l'homme de talent. Je crois que Casimir de la Vigne n'a jamais haï qu'un seul de ses confrères, mais aussi il le haïssait bien, c'était Victor Hugo. Quand l'auteur des Odes et Ballades, de Marion Delorme et de Notre-Dame de Paris fut pris de cette fantaisie étrange de devenir le collègue de messieurs Drault, de Briffaut, Viennet, je me chargeai d'aller personnellement, pour lui, demander la voix de Casimir de la Vigne. Je croyais qu'une nature aussi intelligente que l'était celle de l'auteur des Messéniennes regarderait comme un devoir de sa position de faire asseoir près de lui un rival aussi illustre que l'était le candidat qui faisait à l'Académie l'honneur de lui demander un fauteuil. Je me trompais. Casimir de la Vigne refusa obstinément sa voix à Victor Hugo, et cela avec une véhémence et une volonté dont je l'eusse cru incapable, surtout vis-à-vis de moi qui l'aimais beaucoup. Ni instance, ni supplication, ni raisonnement ne purent, je ne dirais pas le convaincre, mais le vaincre. Et cependant, Casimir de la Vigne savait bien qu'il repoussait un des hommes éminents de son époque. Pourquoi cette antipathie, je ne l'ai jamais su.
Ce n'était certes pas à cause de la différence des écoles. Je n'étais pas, il s'en fallait du tout au tout, de l'école de Casimir de Lavigne, et il m'offrait à moi cette voie qu'il refusait à Victor Hugo. C'est qu'aussi, cette fois, ils étaient bien embarrassés, les pauvres académiciens. Tellement embarrassés que, si je m'étais présenté, je crois qu'ils m'eussent nommé. Ils nommèrent Dupaty. Hugo s'en consola par un des plus jolis mots qu'il ait jamais trouvés. Je croyais, dit-il, qu'on allait à l'académie par le pont des Arts. Je me trompais, on y va, à ce qu'il paraît, par le pont Neuf. Et maintenant que j'ai jugé l'homme, peut-être va-t-on croire qu'il m'est plus difficile, à moi à son confrère, à moi à son rival, à moi à son antagoniste, parfois, de juger le poète. Non, qu'on se détrompe, rien n'est difficile à celui qui dit la vérité, toute la vérité. D'ailleurs, jamais je n'ai écrit d'un homme une chose que je ne fusse prêt à lui dire à lui-même. Pour juger Casimir de Lavigne à un point de vue exact, il faut jeter un coup d'œil sur l'époque où il est né et sur celle où il a vécu. Nous voulons parler de l'ère impériale. D'où venait cette haine qui éclata lors de l'apparition de Henri III, de Marion Delorme et de la maréchale d'Ancre, entre les anciens poètes et les nouveaux, entre la jeune et la vieille école? On a constaté le fait sans en rechercher les causes. Je vais vous les dire. C'est qu'en faisant tous les ans une levée de 300 000 conscrits, Napoléon ne s'était pas aperçu que ces poètes qu'il demandait, et demandait inutilement, avaient forcément changé de vocation et qu'ils étaient dans les camps, le sabre, le fusil ou l'épée à la main, au lieu d'être la plume à la main dans le cabinet. Et cela dura ainsi de 1796 à 1815, c'est-à-dire 19 ans. Pendant 19 ans, le canon ennemi passa dans la génération des hommes de 15 ans à 36. Il en résulta que lorsque les poètes de la fin du XVIIIe siècle et ceux du commencement du XIXe furent en face les uns des autres, ils se trouvaient de chaque côté d'un ravin immense, creusé par la mitraille de 5 coalitions. Au fond de ce ravin était couché 1 million d'hommes, et parmi ce million d'hommes, violemment arrachés à la génération, se trouvaient ces 12 poètes que Napoléon avait toujours demandé à M. de Fontanes, sans que jamais M. de Fontanes eût pu les lui donner. Ceux qui avaient échappé étaient les poètes phthisiques, jugés trop faibles pour faire des soldats, et qui moururent jeunes, comme Casimir de Lavigne et Soumet. C'étaient des ponts jetés sur ce ravin dont nous avons parlé, mais qui ne suffisaient pas à le faire disparaître. Avec ses 18 ans de guerre et ses 10 ans de règne, Napoléon, qui reconstruisit la religion, qui réédifia la société, qui établit la législation, Napoléon échoua pour la poésie. À part les 2 hommes que nous avons nommés, à part Soumet et Casimir de Lavigne, il y eut solution de continuité. Eh bien, disons-le, poète intermédiaire entre la vieille école et l'école nouvelle, Casimir de Lavigne avait dans son talent un peu de cette faiblesse de complexion qu'il avait dans sa personne. Dans une œuvre de Casimir, œuvre ne dépassant jamais les limites fixées par l'ancien théâtre, c'est-à-dire 1, 3 ou 5 actes, il y a toujours un peu de faiblesse et d'essoufflement. Les pièces sont haletantes comme l'homme, l'œuvre est poitrinaire comme le poète. De son acte, on n'en ferait jamais 3. De ces 3 actes, on n'en ferait jamais 5. De ces 5, on n'en ferait jamais 10. Mais bien plutôt serait-on tenté, de ces 5 actes, d'en faire 3, de ces 3 d'en faire 1. Quand l'imagination lui manque et qu'il s'attaque à Byron ou à Shakespeare, il ne peut parvenir à leur suprême auteur, et il est obligé de s'arrêter au tiers, au milieu tout au plus de l'ascension. Pareil en cela à ces enfants qui montent sur un arbre pour en cueillir les fruits, et qui ne peuvent, qu'au risque de se rompre le cou, chose qu'ils sont assez sages pour ne point tenter, atteindre ceux qui mûrissent sur les branches les plus élevées, et qui sont toujours les plus beaux parce qu'ils sont le plus près du ciel. Nous rendons la chose sensible par 2 exemples. Marino Faliero, les enfants d'Édouard. Dans le Marino Faliero de Byron, le doge conspire pour se venger de cette jeunesse railleuse qui lui a fait l'injure d'écrire sur son fauteuil « Le doge tient la belle Angiolina pour femme, mais un autre là pour maîtresse ». Et c'est une calomnie. La belle Angiolina est pure, comme l'indique son nom, malgré ses 18 ans à elle et malgré les 80 ans de son mari.
C'est donc pour défendre une femme pure et non pour venger son honneur de mari outragé que le Marino Faliero de Byron conspire. Et nous n'avons pas besoin de dire ce que la pièce gagne en distinction à être traversée par cette douce et lumineuse figure qui représente le dévouement au lieu d'exprimer le repentir. Or, dans l'imitation de Casimir de Lavigne, tout au contraire, la femme est coupable. Héléna, car le poète, en la vulgarisant, n'a point osé lui conserver son nom céleste, Héléna trompe son mari, un vieillard. Elle le trompe, ou plutôt elle l'a trompé, dès avant le lever du rideau. Le premier vers de la tragédie s'adresse à une écharpe qu'elle brode pour son amant, double faute à notre avis, car il n'y avait qu'un moyen de rendre Héléna intéressante, si on la faisait coupable, c'était de montrer en elle la lutte de la passion contre la vertu, de l'amour contre le devoir, c'était enfin de faire, en réussissant mieux que nous, ce que nous avons fait dans Antony. Mais mieux valait, nous le répétons, comme dans la tragédie de Byron, conserver la femme pure, mieux valait faire côtoyer le vieillard par une épouse fidèle que par une épouse adultère. Mieux valait, quand la femme vient au 5e acte trouver le mari, ouvrir la porte du cachot au dévouement qu'au repentir. Pour porter au Christ, écrasé sous la lutte de sa passion, le calice d'amertume, Dieu choisit non pas un ange tombé, mais au contraire le plus pur de ses anges. Nous ne parlons pas d'une conspiration à minuit à Venise, en pleine place Saint-Marc, où 50 conspirateurs crient à qui mieux mieux mort à la République. À Venise et à minuit. À Venise, la ville du Conseil des 10. À Venise, la ville où l'on ne se couche jamais tout à fait et où une moitié de la ville au moins veille tandis que l'autre dort. Du Richard III de Shakespeare, Casimir de Lavigne n'a osé tirer que la mort de ses 2 enfants. De la grande pièce historique du poète d'Élisabeth, il reste un tout petit drame plein de gentillesses enfantines et de larmes maternelles. Du grand caractère de Richard III, de la scène merveilleuse entre le meurtrier et la femme du mort, de l'assassinat du Buckingham, du duel avec Richmond et de l'agonie de Richard III, il ne reste rien. La statue gigantesque, le colosse de Rhodes, entre les jambes duquel passaient les hautes galères, est devenue un bronze à mettre sur une pendule, une réduction de Colas en montre derrière les carreaux de Barbedienne. Maintenant, Casimir de Lavigne a-t-il au moins pris de ce sujet des enfants d'Édouard tout ce qu'il pouvait en prendre? N'a-t-il, dans ce qui regardait l'héritier de la couronne et son gentil frère le duc d'York, rien écarté de ce que son modèle Shakespeare lui offrait de grand? On va en juger par un trait. Chez Casimir de Lavigne, lorsque le jeune Richard est réfugié dans l'église de Westminster, comme l'église a droit d'asile, le poète des Messéniennes, pour forcer le jeune prince à sortir de là, fait écrire, à la bonne foi surprise de son frère, une lettre par laquelle celui-ci l'invite à le venir rejoindre au palais. Le pauvre fugitif, alors, a confiance dans cette lettre et sort de son refuge. À peine au palais, Richard III le fait arrêter. Dans Shakespeare, le jeune prince a cherché cet asile. Que fait Richard III? Il fait venir l'archevêque. Le prince royal a cherché un refuge dans votre église, lui dit-il. Oui, monseigneur, il faut me le livrer. Impossible, monseigneur. Pourquoi cela? Parce que l'église est lieu d'asile. Pour les coupables, niais, répond Richard, mais non pour les innocents. Ah, que Mézance, ce contempteur des hommes et des dieux, est petit, à mon avis, près de Richard III, qui tue ses ennemis avec leur innocence, comme un autre les tuerait pour leurs crimes. On comprend que, dénué à ce point du double sentiment pittoresque et grandiose, Casimir de Lavigne réussit beaucoup mieux dans la comédie que dans la tragédie. Aussi, ces 2 meilleures pièces, suivant-nous, sont-elles 2 comédies, Les Comédiens et L'École des Vieillards. Tout ce que nous venons de dire est dit, on le comprend bien, au point de vue d'une critique sévère, et n'empêche pas que Casimir de Lavigne n'ait reçu du ciel des qualités réelles. Ces qualités sont une grande facilité de versification, qui rarement monte jusqu'à la poésie, il est vrai, mais qui jamais ne tombe jusqu'au vers flasque et détendu. Et en effet, depuis le premier hémistiche jusqu'au dernier, depuis le commencement jusqu'à la fin, son œuvre, quelle qu'elle soit, est soignée, propre et surtout pleine de probité.
Et remarquez bien ceci, nous nous servons du mot probité comme le mot le plus convenable, car Casimir de la Vigne n'est point un homme qui essaie de soustraire quelque chose au public, qui économise sur ce qu'il possède dans le moment pour faire servir cette économie à une autre pièce. Non, de Casimir au public, c'est, comme on dit, bon jeu, bon argent, tout ce qu'il possède, jusqu'à son dernier sou, il le donne. À chaque première représentation, les spectateurs ont jusqu'au fond du sac. Quand, le soir, à minuit, il a fait, au milieu des bravos, honneur à sa signature, il est ruiné. Mais qu'importe qu'il en soit réduit à la mendicité, il devait une tragédie, un drame, une comédie, il a payé rubis sur l'ongle. Il est vrai qu'il sera peut-être pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, obligé de faire au jour le jour des économies d'esprit, de verve et d'imagination pour arriver à la confection d'une nouvelle œuvre, mais il y arrivera à coûte que coûte, aux dépens de ses veilles, de sa santé, de sa vie, et un jour il mourra épuisé à 52 ans sans pouvoir terminer sa dernière tragédie. Oh, qu'il ne se plaigne pas, le poète des Messéniennes, l'auteur de l'École des vieillards, de Louis XI et de Don Juan d'Autriche, qui fait tout ce qu'il peut, fait tout ce qu'il doit. Et cependant, nous persistons à le dire, Casimir de la Vigne eût fait plus que cela sans cet entourage qui le comprimait. Et la preuve de ce que nous disons, nous n'irons pas le chercher dans ses œuvres de longue haleine, nous la prendrons au contraire dans une de ces petites pièces que le poète laisse tomber de son cœur dans un jour de mélancolie, comme M. Arnauld, qui était non seulement bien moins poète, mais encore bien moins versificateur que Casimir de la Vigne l'a fait pour son adorable poésie La Feuille. Eh bien, nous allons chercher dans les notes où elle est reléguée une petite ballade que Casimir de la Vigne n'a pas jugée digne d'une autre place et que nous tenons, nous, pour un petit chef-d'œuvre. La brigantine qui va tourner, rouler s'incline pour m'entraîner. Ô Vierge Marie, pour moi priez Dieu, adieu patrie, Provence, adieu. Mon pauvre père verra souvent pâlir ma mère au bruit du vent. Ô Vierge Marie, pour moi priez Dieu, adieu patrie, mon père adieu. La vieille Hélène se confiera dans sa neuvaine et dormira. Ô Vierge Marie, pour moi priez Dieu, adieu patrie, Hélène adieu. Ma sœur se lève et dit déjà, j'ai fait un rêve, il reviendra. Ô Vierge Marie, pour moi priez Dieu, adieu patrie, ma sœur adieu. De mon Isore, le mouchoir blanc s'agite encore en m'appelant. Ô Vierge Marie, pour moi priez Dieu, adieu patrie, Isore, adieu. Brise ennemi, pourquoi souffler, quand mon ami veut me parler? Ô Vierge Marie, pour moi priez Dieu, adieu patrie, bonheur, adieu. Un autre jour, Scudo, l'auteur de l'adorable mélodie du fil de la Vierge, demande à Casimir de la Vigne quelques vers pour mettre de la musique dessus. Casimir prend la plume et laisse tomber Néra. Vous ne connaissez point Néra? Je comprends cela. Ce n'était pas une poésie, c'était une simple chanson. La brigantine avait été reléguée dans les notes, Néra fut expulsé des œuvres. Un jour viendra, à notre avis, ce jour est déjà venu, où l'on pèsera les Messéniennes et Néra dans la même balance et nous verrons qui l'emportera. Voici Néra. Ah, de la montagne, reviens, Néra, reviens, réponds-moi, ma compagne, ma vache, mon seul bien, la voix d'un si bon maître, Néra, peux-tu la méconnaître? Ah, Néra. Reviens, reviens, c'est l'heure où le loup sort des bois, ma chienne qui te pleure, réponds seule à ma voix. Or l'ami qui t'appelle, Néra, qui t'aimera comme elle? Ah, Néra. Dis-moi si dans la crèche où tu léchais ma main, tu manquas d'herbe fraîche quand je manquais de pain. Nous n'en avions qu'à peine, Néra, et ta crèche était pleine. Ah, Néra. Hélas, c'est bien sans cause que tu m'as délaissé. T'ai-je dit quelque chose, or un mot l'an passé? Oui, quand mourut ma femme, Néra, j'avais la mort dans l'âme. Ah, Néra. De ta mamelle vide, mon pauvre enfant criera, s'il voit l'étable vide, qui le consolera? Toi, sa mère nourrice, Néra, veux-tu donc qu'il périsse? Ah, Néra. Lorsqu'avec la pervenche, Pâques refleurira, des rameaux du dimanche, qui te couronnera? Toi, si bonne chrétienne, Néra, deviendras-tu païenne? Ah, Néra.
Quand les miens en famille tiraient les rois entre eux, je te disais, ma fille, ma part est à nous deux. À la fête prochaine, Néra, tu ne seras plus reine. Ah, Néra. Ingrate, quand la fièvre glacée mes doigts roidis, autant mon poil de chèvre sur vous je l'étendis. Faut-il que le froid vienne, Néra, pour qu'il vous en souvienne? Ah, Néra. Adieu, sous mon vieux être, je m'en reviens sans vous. Allez chercher pour maître un plus riche que vous. Allez, mon cœur se brise, Néra. Pourtant, Dieu te conduise. Ah, Néra. Je n'ai pas le courage de te vouloir du mal. Sur nos monts craint l'orage, craint l'ombre dans le val. Paie longtemps l'herbe verte, Néra. Nous mourrons de ta perte. Ah, Néra. Un soir à ma fenêtre, Néra, pour t'abriter, de ta corne peut-être tu reviendras heurter. Si la famille est morte, Néra, qui t'ouvrira la porte? Ah, Néra.